Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 19 octobre. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure d'ouvrir notre page macro avec notre invité qui est en duplex, Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à qui ne le sait pas que vous êtes rédacteur en chef du site La Bourse au quotidien. Avec nous également dans notre rendez-vous mensuel. Venez, on va s'expliquer. Rendez-vous mensuel au cours duquel les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs sont invités à partager leur avis et à intervenir en direct s'ils le souhaitent. Voilà. Philippe, on a pas mal de choses à voir avec vous et en préparant votre intervention, on avait décidé de parler dans un premier temps du livre beige de la Réserve fédérale américaine, puis dans un second temps notamment du risque de taux qui agite les marchés. Philippe, on va faire un mix entre les deux, puisque ce matin, le taux à 10 ans américain est encore en progression. Il va très certainement atteindre les 5% d'ici quelques séances. C'est un niveau qui n'avait jamais été vu depuis quasiment 17 ans. Philippe, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que ce niveau de taux à 10 ans, de taux souverain à 10 ans américain, peut inciter la Fed à ne pas poursuivre sa hausse de taux, puisque désormais, on le sait, ça y est, c'est officiel pour qui ne le sait pas encore, mais l'impact de la hausse des taux directeurs sur les taux longs se fait actuellement. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de resserrer la vis encore plus ? La question, elle est double. D'abord, est-ce que ça servirait effectivement à quelque chose, à obtenir un résultat en termes d'inflation ? On comprend bien avec les tensions géopolitiques sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure, comme on s'en était éventuellement entretenu. Si les prix du pétrole se mettent à flamber, des hausses de taux supplémentaires, ça ne sert à rien, ça n'aura aucune efficacité pour juguler l'inflation. Alors, en fait, l'arme des taux, c'est une façon pour la Fed de dire « Regardez, j'ai encore des marges de manœuvre, j'ai encore quelques instruments dans ma boîte à outils. » Mais bon, si on analyse cela de façon un petit peu froide, mais ces outils, il y en a aucun qui fait réellement l'affaire dans la situation qu'on connaît actuellement. On mesure déjà qu'avec des taux à 10 ans à 4,92, 4,93. 4,96 là, à l'heure à laquelle on se parle, plus 1,22% depuis la veille. Donc voilà, les 5% sont là, quasiment. Les 5% sont là, franchis la fleur au fusil par le 30 ans, qui est à 5,05. On est au plus haut, donc là, depuis l'été 2007. Bien. Bon, aujourd'hui, les taux courts étant, vous le savez, beaucoup plus onéreux. On est à 5,60 sur le 2 ans. 5,28 sur le 2 ans, mais on est au-delà de 5,60 sur 6 mois, 1 an. Donc, quand vous faites la moyenne du coût de refinancement de la dette américaine, quelles que soient les échéances, voilà, ça y est, on y est, on a franchi la barre symbolique des 1000 milliards de coûts de la dette. C'est-à-dire les intérêts que les États-Unis doivent servir à leurs créanciers, c'est 1000 milliards. 1000 milliards, c'est exactement 4% du PIB américain, qui est un tout petit peu supérieur à 25 000 milliards. Et tout ça, on regarde une croissance de 2%. Et encore, c'est une projection. Pas sûr qu'on les ait forcément en 2024, avec des taux à 5 et au-delà. Donc, comment vous financez une dette de 1000 milliards qui représente 4% du PIB, quand votre PIB, lui, ne progresse que de 2%, et que vous affrontez toujours une inflation à 4,5%, à 5%, et on ne sait pas si jamais
les prix du pétrole qu'on ne maîtrise pas se remettent à flamber. Effectivement, alors on va revenir sur cette notion de matière première hein, dans un instant avec vous. Juste, vous nous parlez donc de la croissance de l'activité aux États-Unis. Hier, dans le Beige Book, le livre beige de la Réserve fédérale américaine, on a appris notamment que les économistes de la Fed anticipent un atterrissage en douceur de l'économie américaine, du fait notamment d'un marché de l'emploi qui reste solide et vigoureux. Du coup, par la force des choses, ça aurait pu être pire que prévu. Alors, ça, c'est la rhétorique constante de la Fed. Il n'y aura pas de récession, on va vers un atterrissage en douceur. C'est devenu une sorte de mantra, un élément de langage, à mon avis, qui a autant de crédibilité que l'inflation est transitoire. C'est the new inflation is transitoire. Voilà. Vous, Philippe, je vous coupe, mais vous anticipez un soft landing où, comme beaucoup d'économistes, le hard landing reste quand même la probabilité la plus élevée du côté des États-Unis pour l'activité américaine. Bah, écoutez, pour l'instant, on sait qu'on a 5% d'Américains qui ont des capacités de consommation et de continuer d'investir dans l'immobilier qui demeure très élevé. Mais vous avez aujourd'hui 80% d'Américains, par exemple, qui ne peuvent évidemment plus aller demander un crédit à leur banquier pour acheter un bien immobilier avec un coût du crédit hypothécaire qui vient de franchir les 8%. Je rappelle qu'il y a exactement 30 mois, le coût d'un crédit hypothécaire était de 2,70%, grosso modo, c'est-à-dire le tiers de ce qui est facturé aujourd'hui. Personne, évidemment, ne va acheter un bien immobilier à crédit à 8%. Donc là, on est sur un blocage total, radical. Donc, on va dire que le navire ne tourne plus que sur un moteur. On va dire que globalement, il y en avait 4. Les classes populaires, les classes moyennes sup. Et puis, on va dire ceux qui sont vraiment dans le dernier décile au sommet de la pyramide. Les 4 moteurs, les 3 premiers moteurs sont éteints. Il ne reste plus que le 4e. Et vous avez compris que ce n'est pas celui qui a les pales les plus larges. Pour autant, Philippe, oui, je vous laisse, excusez-moi. Donc, l'immobilier, lui, va connaître un coup d'arrêt, même si pour l'instant, on observe que les mises en chantier continuent de progresser. Oui, parce qu'il y a vraiment toute une frange de la population la plus fortunée qui continue de diversifier. Et parce que, historiquement, l'immobilier reste quand même une protection efficace contre l'inflation. Mais quand vous avez 80% des acheteurs qui sont hors jeu, vous comprenez bien que ça va être compliqué. Oui, maintenant, on va passer aux entreprises. Comment des PME, et on le voit bien que le Russell 2000 aux États-Unis qui sous-performe de 25%, le Nasdaq ou le S&P depuis 2 ans, depuis que les taux ont commencé à monter, on comprend bien que les PME américaines ont de grandes difficultés, de plus en plus grandes, à se financer avec des taux à 5, 5,5. Et quand vous avez une signature qui est, on va dire, autour de B+, c'est plutôt 750 points de base qu'il faut prévoir pour renouveler votre trésorerie. Donc, les petites entreprises sont asphyxiées. Alors qu'à l'opposé, des multinationales peuvent encore trouver de l'argent à 0,75 au Japon, parce que c'est encore les taux pratiqués là-bas, et ont en plus de ça accumulé beaucoup de trésorerie quand les taux étaient à 0 et qu'ils avaient un accès illimité aux liquidités de la Fed. Donc il y a vraiment 2 catégories et où le gouffre est de plus en plus impressionnant entre la PME qui est complètement tributaire des conditions de financement local et les multinationales qui ont engrangé des trésors de guerre et qui trouvent encore des financements à l'international à des coûts réellement concurrentiels. Donc, n'oublions pas que ce sont les PME, c'est le tissu local qui crée de l'emploi
et pas les multinationales. Le paradigme est identique en zone euro. Les taux, notamment le Bund à 2 ans, le Bund à 10 ans, atteignent de nouveau des sommets. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça va inciter la BCE à revoir éventuellement sa stratégie de politique monétaire, à maintenir un statu quo dans la hausse de ses taux directeurs, voire même éventuellement à réfléchir à une baisse? La BCE, elle peut difficilement se démarquer radicalement de la Fed. Voilà. On sait qu'elle agit avec 3 à 6 mois de retard. Et on sait qu'historiquement, ce qui peut perturber les marchés, c'est que Fed et BCE mènent des politiques monétaires divergentes, où il suffit simplement qu'elles s'expriment d'un seul coup d'une façon qui paraisse divergente. Et la BCE, elle est évidemment prise un petit peu à son propre piège, qui est de dire ma priorité c'est l'inflation. Regardez, l'inflation globalement, elle est encore supérieure à 4%, et on ne maîtrise absolument pas, je le répète, la variable pétrole matière première. Elle doit donc se tenir à ce discours qu'on doit ramener l'inflation à 2%. Et c'est évidemment pas en faisant un pivot alors que l'inflation n'est pas encore sur la trajectoire des 2%. Et elle ne peut pas, à mon avis, devancer la Fed, faire cavalier seul, en espérant que ça va bien se passer. Le fameux wishful thinking que j'évoquais. L'inflation est transitoire. Dormez, braves gens, tout ça sera résolu sans qu'on ait à lever le petit doigt d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 9 mois. En fait, on court toujours après le score. Alors hier sont tombées les données sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation en zone euro. Ils sont exactement au niveau auquel s'attendait le consensus, 4,3% je crois de mémoire. Du coup, dans le détail, si on regarde, la composante énergétique est en baisse, moins 0,55% je crois par rapport à août. On raisonne en données septembre. Ceci étant, là on est en train de se rendre compte que les prix de pétrole naviguent de nouveau autour de la barre des 90. Est-ce que on anticipe voilà ma question Philippe, est-ce que avec la crainte à l'endroit de l'évolution de l'escalade de la guerre au Proche-Orient qui embraserait tout le Moyen-Orient, est-ce que on peut anticiper selon vous un cours du pétrole à 100 $, sachant qu'il est à 90 là? S'il y a un embrasement, c'est pas 100 $, c'est 140, on ne sait plus. Alors, ce qui doit nous alerter, mais en tout cas, on doit y faire très très attention. On voit aujourd'hui que la jauge du stress, le VIX, très important bien sûr pour les marchés d'actions, est dans la zone rouge. On est à 19, 20, sachant qu'au-delà de 20, on rentre là dans ce qu'on appelle vraiment un climat de stress. Là, ça ne sera pas un stress fantasmé. Si on franchit la barre des 20, c'est qu'il se passe réellement quelque chose. Mais vous le voyez depuis 15 jours, les marchés semblent faire le pari qu'il ne se passera rien de dramatique, que la raison va l'emporter. On croit peut-être un petit peu au miracle, quelque chose qui couve depuis 12-13 ans déjà, le conflit Israël, bande de Gaza, Hamas. Ça date d'il y a quasiment 14 ans maintenant. Même on peut faire référence à la guerre de Kippour, qui a été source, donc c'est il y a 40 ans maintenant, 30, 50 ans, source d'une inflation record. Du coup, par la force des choses, Pierre Sabatier nous expliquait qu'il n'y avait pas de parallèle à faire. En réalité, qu'il ne fallait pas craindre une inflation démesurée. Mais hier, la hausse des cours du pétrole, c'est principalement expliqué par la chute des stocks de brut aux États-Unis. Du coup, par la force des choses, on a quand même l'impression que le risque géopolitique, en tout cas sur l'évolution du cours des matières premières et notamment de l'or noir, il n'est pas si important que ça finalement. Il y a effectivement cette question des stocks stratégiques US, des États-Unis, même en faisant tourner à plein
tous leurs puits n'arrivent pas à regarnir leurs réserves. Pierre Sabatier a tout à fait raison de dire que à 50 ans d'écart, les situations ne sont pas comparables. Vous n'avez pour l'instant pas de chantage à l'embargo du pétrole en direction des États-Unis, de l'Europe et, on va dire, globalement, des alliés d'Israël. Il n'y a que le Qatar qui, timidement, disent attention, on a le robinet du gaz, n'oubliez pas, on est quand même regardant sur les questions humanitaires. Donc, pour l'instant, on n'a pas de pays qui fasse de chantage au gaz et au pétrole. Mais imaginons maintenant qu'il y a un embrasement, et avec notamment l'Iran, parce qu'on comprend bien, hein, à travers toute la communication, tous les avertissements de la diplomatie américaine qui sont adressés à Téhéran, on comprend bien que c'est l'Iran qui est dans le viseur. Donc imaginez que du jour au lendemain, l'Iran n'exporte plus de pétrole. Alors ça représente 3,5 millions de barils. Mais si d'un seul coup, ça vient à manquer, on est déjà en pénurie. Hein, on est en pénurie de 1,5 million de barils. Bon, bah là, sans l'Iran et si d'autres pays se formalisent d'un conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran et décident à leur tour de marquer leur désapprobation, où va le prix du baril de pétrole, même sans parler de boycott. Oui, c'est ça. Hier, l'Iran a expliqué, a appelé les pays musulmans à boycotter, les pays musulmans producteurs de pétrole à boycotter leurs exportations à l'endroit d'Israël. Du coup, par la force des choses, bon, ça n'a pas été suivi, mais on sent qu'il y a quand même une velléité. Vous le dites, l'Iran, c'est l'acteur décisif, hein, de toute façon, dans ce conflit. C'est lui qui décidera de l'avenir de ce conflit. Du coup, par la force des choses, il y a voilà, selon vous, le risque géopolitique, il est présent, il faut, ou est-ce qu'au contraire, les marchés doivent le mettre un peu de côté? Le risque, il est présent, puisqu'on est en fait dans un cercle vicieux, je dirais même un piège diabolique. L'affrontement Israël-Hamas, bientôt il fêtera ses 15 ans, et en 15 ans, personne n'a été capable de trouver une solution, comme si d'ailleurs les deux adversaires tenaient vraiment à ce qu'on ne trouve jamais de solution. Alors maintenant, on envisage des scénarios. Qu'adviendra-t-il de la bande de Gaza si Israël veut aller au bout de ses intentions? Ça veut dire qu'il va falloir déplacer 1,5 million à 2 millions de Gazaouis. On les déplace où? Il y en a 1 million qui reste. Ils sont 2 millions dans la bande de Gaza. On compte 2 millions de Gazaouis. Ouais. Ça peut être, il y en a peut-être 500 000 qui sont vraiment prêts à cohabiter pacifiquement avec Israël. On peut imaginer qu'il y en a peut-être un bon million à 1,5 million qui, par la force des choses, vont fuir où il n'y a pas d'autre issue que le Sinaï égyptien, et l'Égypte ne veut pas se retrouver dans la même situation que la Jordanie il y a des décennies avec les réfugiés syriens, parce que c'est un danger politique. La population gazaoui, elle est réputée étant sunnite et proche finalement de la version la plus radicale de l'islam qu'on trouve en Égypte, et que le président Sisi a muselé. C'est d'ailleurs sa légitimité, c'est d'avoir contenu l'influence des frères musulmans. L'Égypte, elle n'a pas envie d'avoir sur son territoire une sorte de cheval de Troie. Philippe, voilà, vraiment. On digresse légèrement, la question était sur le pétrole. De toute façon, votre intervention arrive à sa fin, j'en suis désolé, je suis navré. C'est sûr qu'on aimerait vous écouter plus longuement sur ce sujet. Peut-être qu'on l'abordera dans le Venez, on va s'expliquer de la semaine prochaine. Il faudra qu'on se mette un peu tous d'accord avec Charles Sana sur le sujet que vous souhaiterez traiter. D'ici là, Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien et donc très régulièrement sur notre plateau ou en duplex avec nous. Merci Philippe d'avoir été avec nous
News Matin. Nous, de notre côté, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 19 octobre avec notre traditionnel point bourse. À tout de suite.